Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité une fois de plus à ces magazines face à face. Le troisième numéro de la saison 2015 que nous avons démarré il y a très peu. Et pour cette soirée, nous recevons pour vous, moi et Jean-Claude Kouzikessa, M. Jean-Jacques Mamba. Il est au cadre du mouvement de libération du Congo et tout récemment, il vient d'être nommé, désigné porte-parole du parti de Jean-Pierre Bemba, je cite le MLC, le mouvement de libération du Congo. Il en est aujourd'hui un des deux porte-parole qu'on a nommé aux côtés de William Kano. Jean-Claude Kouzikessa, Jean-Jacques Mamba devant nous. Je pense qu'après sa nomination, le porte-parole du parti de Jean-Pierre Bemba a des choses à dire, eu égard à l'actualité abondante qu'il y a eu la semaine dernière, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et le client est de haute facture, il est important. Je pense que cet entretien aura tout son pesant d'or. Oui, Jean-Pierre, non seulement que nous recevons Jean-Jacques Mamba, nouvellement désigné comme porte-parole et secrétaire général, secrétaire national chargé de l'idéologie et de la formation. Mais c'est plutôt une promesse que nous avons, qu'elle a faite sur ces plateaux. Nous nous sommes dit qu'on devrait se retrouver après la formation. Il y a une session de formation dernièrement au MLC. Nous avons eu à cette époque-là Jean-Jacques Mamba sur ce plateau. C'était une promesse qu'elle est en train de tenir par rapport à ce qui a été dit. Et il nous a promis de voir dans quelques mois ce que le MLC va prendre comme élan. Donc voilà, aujourd'hui nous aurons un peu à jauger la température de ce que le MLC a engagé comme moyen, comme capacité après cette formation qui nous avait bien brossé ici. Monsieur Mamba, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du parti, secrétaire national de l'idéologie de la formation, deux casquettes importantes. C'est pas trop pour vous au sein du MLC? Non, je ne pense pas que ce soit trop. Oui, c'est une grosse responsabilité, mais je suis très à l'aise à le faire, à être au service du parti, et je pense bien que par rapport aux petites capacités que nous avons, nous serions en mesure de rendre un service intéressant. Vous êtes porte-parole du MLC aujourd'hui après une restructuration qui a eu lieu il y a moins d'un mois. Vous avez été promu porte-parole du parti. Vous êtes à l'idéologie, à la formation. Je sais la rappeler ici. Vous avez tenu une formation il y a l'année dernière, en 2014. Vous avez parlé aux gens du parti, aux membres du parti, aux cadres du parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'aujourd'hui au MLC, les gens sont en train d'assimiler comme c'est dans l'idéologie du parti de Jean-Pierre Bemba? Oui, je pense que si vous avez observé l'évolution de la situation, vous remarquerez que par rapport aux plaintes antérieures, c'est-à-dire celles que vous aviez émises lors de la dernière émission, il y a quand même un nouvel élan. Le nouvel exécutif national, chapeauté par Mme Ève Mazaïba, a déjà fait ses preuves. Vous avez vu le ton, vous avez vu la démarcation qu'il y a eu entre l'époque à laquelle nous avions fait l'émission, en relayant les plaintes que vous aviez émises à l'époque, la démarcation qu'il existe avec ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire un parti revigoré, un parti dans une nouvelle dynamique, un parti présent sur tous les enjeux de l'heure, un parti qui respecte sa ligne d'opposition républicaine et qui est à côté de tous les partis qui militent pour l'avènement d'un Congo meilleur, un Congo démocratique qui respecte, dans lequel les lois sont respectées. Monsieur Mamba, aujourd'hui, le parti de Jean-Pierre Bemba est restructuré, on l'a dit, c'est qui a même occasionné votre désignation et nomination comme porte-parole du parti. Cette ordre de bataille-là, comment vous les justifiez? Vous êtes prêt à affronter les autres, tous les adversaires politiques dans l'arène politique congolaise, ou bien c'est une restructuration qui répond à certaines secousses que connaît le parti actuellement? Non, je pense que la restructuration répond à plusieurs enjeux. Vous l'aviez vous-même soulevé que nous avions renvoyé à un certain moment et pendant une longue période une image de léthargie. Et je vous avais expliqué que ce n'était qu'une image, mais que les mécanismes étaient enclenchés de telle sorte que nous puissions nous rapprocher de notre base, la faire participer. Donc le séminaire, c'était sur la participation citoyenne. Et voilà, la restructuration a mis celui qu'il fallait à la place qu'il fallait dans le cadre de cet élan de redynamisation du parti. Et je pense bien qu'il y a beaucoup de talents qui sont mis maintenant en contribution. Il ne s'agit pas que de moi. Vous avez aussi M. Moutouale qui a été d'ailleurs confirmé dans ses fonctions. Vous avez la venue de M. Gekoko Moulumba qui est une personne dont la notoriété au niveau de Kingabo, au niveau de la FUNA n'est plus à démontrer. Donc le MLC a débauché aussi. Non, c'est une entrée libre. Je pense qu'à un certain moment dans l'évolution
de sa pensée idéologique, dans l'évolution de son parcours politique, le MLC cadré était le parti qui lui offrait le plus de possibilités et auprès duquel il peut se ressourcer et finalement s'affilier dans le sens de continuer son combat. Bon, c'est son choix, il est venu librement et nous l'avons accueilli à bras ouverts pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons reconnu au niveau sur le plan social les différents efforts qu'il a fournis par rapport à la base qui est à la FUNA, mais aussi le MLC a toujours les portes ouvertes pour toutes les personnes qui veulent s'associer en respectant les statuts et l'idéologie du parti. Monsieur Jean-Jacques Mamba, lorsqu'il faut bâtir la force dans une structure, il y a des principes. L'un des principes que je connais, c'est qu'il faut faire de vos points forts encore renforcer ces points forts-là davantage et faire de vos points faibles de points forts. Maintenant, avec la restructuration que le MLC vient d'opérer, quels sont vos points forts maintenant et quels ont été le point faible que vous avez renforcé actuellement? Bon, je ne vais pas ici faire l'exégèse de l'évolution de notre parti, mais déjà d'emblée, nous sommes l'un des rares partis qui a déjà 22 députés au niveau de l'Assemblée nationale, qui est chapeauté par une dame. Vous savez quel est le débat aujourd'hui qu'il y a par rapport à la participation de la femme dans notre vie politique. Et il a été démontré un peu partout que les femmes sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus enclines au changement et à la bonne gestion. Mais ici, il y a encore une touche de dynamisme parce que Mme Ève Bazaïba est reconnue, elle était anciennement à l'UDPS, elle est reconnue pour une personne de terrain, une personne de conviction et une personne qui a une ligne qui est très claire. Donc, comme point positif, comme renfort, nous avons actuellement un secrétaire général qui parle sans embâche et qui s'implique totalement dans la marche de l'opposition, qui s'implique totalement dans la redynamisation du parti et qui est présent sur tous les débats. Donc ça, c'est un point qui est très très fort. Maintenant, à côté de ce point-là, je vous ai parlé de la venue de M. Gepoko, mais je vous dis aussi que la plupart des personnes qui sont encore avec nous, parce qu'il y en a qui sont partis, vous le savez, ce n'est pas un scoop, pour les personnes qui sont avec nous, ce sont des personnes qui ont montré leur engagement au fil des années. Ce ne sont pas des parvenus, moi y compris, donc ça fait 8 ans que je suis au MLC, il y a eu plusieurs vagues, nous sommes restés, c'est-à-dire nous sommes restés, ce sont des personnes de conviction, les personnes qui sont restées sont des personnes de conviction, et de par cette conviction, nous pensons que l'atmosphère ayant changé, c'est-à-dire la dynamique du parti ayant changé, chacun de nous est enclin à donner le meilleur de soi-même pour que nous ayons finalement une force, celle que nous avions d'antan et celle qui vous manquait. Donc vous pensez que lors des élections à venir, parce que si tout va bien, nous aurons des élections urbaines et locales, peut-être provinciales aussi, en 2015, le MLC pense vraiment renverser la donne qui est actuellement de mise dans le paysage politique, surtout à Kinshasa ici, où le MLC avait le vent en poupe, mais depuis un certain temps, vous l'avez reconnu vous-même, il y a eu léthargie. Comment le MLC pense justement à partir de ce renfort regagner, reconquérir son électorat de Kinshasa? Mais je pense que ça devient l'affaire de tout le monde, tous ceux qui sont restés, tous ceux qui sont impliqués, ceux qui sont nouvellement nommés et tous ceux qui ont été découragés par la léthargie qui a été constatée se sont mis à pied d'œuvre pour relancer la machine. Donc je pense bien et j'ai bon espoir que pour les prochaines échéances, quelle qu'en soit la date, naturellement pour celle des présidentielles, nous sommes très stricts pour qu'elles aient lieu en 2016, et pour les autres échéances, c'est-à-dire les locales municipales, les provinciales, vous pouvez compter sur le MLC comme alternative crédible et nous allons peut-être pas renverser la vapeur, mais nous allons reprendre notre passe d'antan et à la conquête du pouvoir de manière très démocratique comme nous souhaitons. Monsieur Mamba, vous parlez ici de l'engagement de ceux qui sont encore dans le parti, y compris vous-même, 8 ans, 9 ans pour certains autres, 10 ans même, et de ceux qui sont là depuis le début, qui sont encore là. Aujourd'hui, nous posons la question de Monsieur Mamba. Vous, personnellement, porte-parole de parti, secrétaire national de parti pour l'idéologie de la formation, vous arrivez à un poste important, porte-parole, vous portez la voix du parti. Est-ce pour vous une récompense que vous attendez depuis longtemps, ou bien on vous lance un défi, ou bien vous estimez que vous devez l'assumer, la fonction, pour effectivement donner au parti ce qui le manquait jusqu'à aujourd'hui? Non, il ne s'agit pas d'un défi. Je pense qu'un parti politique, c'est comme une équipe de football.
tous les jours ne jouent pas au même moment. Ça veut dire qu'il appartient à l'entraîneur de placer qui il veut au moment où il veut. Et si le moment de jeu correspondait à mon entrée, ça veut dire que si je dois entrer dans le jeu à ce moment-là, je prends mes responsabilités. C'est-à-dire que le parti me fait confiance. Pour moi, ce n'est nullement un défi, c'est une responsabilité. Et j'entends ainsi remplir cette responsabilité avec le meilleur de moi-même. Maintenant, des défis, non, je ne pense pas. Mais je crois que nous sommes là d'abord comme un parti, comme une équipe. Nous sommes là pour nous entraider, nous apprenons jour le jour et nous sommes au service du parti, c'est ça la logique. Monsieur Mamba, l'actualité était dominée, en tout cas jusqu'alors, on est encore en train d'en parler dans différents salons politiques, dans les officines, dans les états-majors des partis politiques. L'actualité reste dominée par la loi électorale qui est passée par le Parlement et l'article 8 est passé par là, l'alinéa 3 est passé par là. Il y a eu ce qu'il y a eu, les débats continuent. Aujourd'hui, on peut dire que relativement à ce qu'il y a eu, il y a eu des morts, il y a eu des marches, il y a eu ce qu'il y a eu. Le pays a-t-il avancé parce qu'on est en train de dire que le peuple a gagné, l'article 8 a été élagué. Le pays a avancé? Bon, je pense qu'il y a une nouvelle donne. Si on doit suivre l'histoire de ces 10 dernières années, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations publiques, que ce soit pour la contestation des élections de 2011, que ce soit nos amis de Bundia Congo et ainsi de suite, vous aviez remarqué que la répression était souvent sanglante et cela a continué. Mais je pense qu'il y a une nouvelle donne parce que finalement, on a eu le ministre chargé de l'information, dont je parle ici de M. Mende, qui a divagué et qui a évolué dans son langage, parce que nous sommes partis avant Burkina Faso d'une révision pure et simple de la Constitution, comme cela a été fait de manière cavalière avant les élections de 2011. Et après, le langage a commencé à glisser parce qu'on ne pouvait pas faire un passage en force. On nous expliquait qu'Angela Merkel avait fait plusieurs mandats. Et donc, on a glissé vers un référendum qui n'a pas eu lieu à la rentrée parlementaire. Bon, il y a eu Burkina Faso dans l'entretemps. Et étant bloqué sur l'hypothèse de modifier la Constitution, parce qu'il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées dans le rang même de la majorité. Donc, je note Francis Kalombo, je note M. Katumbi, je note M. Mouyambo qui, malheureusement, aujourd'hui est en prison. Je note Mme Tokoaoulou. Donc, les voix de dissension ont poussé la majorité vers un autre discours et vers des stratagèmes qui nous ont amenés à cette loi électorale, après avoir créé l'ONIP, qui conditionnait l'organisation des élections présidentielles et législatives par les résultats du recensement. Donc je pense que c'était une seule phrase, mais cette phrase-là n'a pas été acceptée par la population et je tiens à vous expliquer que, nonobstant l'appel de l'opposition à manifester contre la loi, je pense que c'est vraiment le peuple qui s'est pris en charge parce que dans la mesure où j'estime que ceux qui étaient dans la rue n'avaient peut-être pas des cartes de parti, mais ceux qui étaient dans la rue voulaient simplement que les textes soient respectés, que les délais constitutionnels soient respectés, et ils se sont manifestés, et donc le Sénat a reculé, et par ricochet, le Parlement aussi. Et pour vous, c'est une victoire, on dirait, vous parlez de dissension de Francis Kalombo, Moïse Katumbe, Mouyambo, Tokoaoulou, et la loi qui a été applaudie par la lecture faite par le Sénat. Donc pour vous, c'est une victoire éclatante, vous frottez les mains, c'est arrivé, on doit rester là parce on ne devrait pas arriver à un niveau où le respect de la loi devait faire l'objet de fêtes. Qui nous conduit sur cette route où, lorsque une loi est respectée, les gens doivent danser, doivent crier victoire. La loi doit mettre tout le monde d'accord. Donc nous ne sommes pas là pour dire que c'est une victoire de qui que ce soit. Normalement, c'est tout à fait anormal que les gens passent dans la rue et dansent parce qu'une loi a été respectée. Le respect de la loi s'impose à tous. Le respect de la Constitution dans tous ses prescrits s'impose à tous. Donc pour moi, s'il y a victoire, c'est bien celle du peuple qui s'est imposée en disant « Nous avons adopté la Constitution en 2006, et bien voilà, elle doit être respectée. Nous voulons des élections présidentielles en 2016. 90 jours avant, on doit déjà lancer la campagne. Donc ça veut dire que des élections plus ou moins le 19 septembre 2016, c'est un dimanche, nous voulons aller aux urnes ce jour-là. Voilà, c'est le peuple qui a décidé. Il n'y a pas victoire des opposants sur la majorité ou l'inverse. Il y a victoire du peuple et c'est la voix du peuple qui est entendue. Monsieur Mamba, l'affaire ou le dossier sur la loi électorale, comme Jean-Pierre l'a dit, a fait couler beaucoup d'encre et de salive et beaucoup de sang. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, peut-être vous êtes modeste, ben, nous avons reçu certains de vos collègues de l'opposition qui ne se sont pas qui gênés de se féliciter de cette victoire de l'opposition. Je comprends que vous êtes modeste et cela vous va bien, mais seulement, comment vous pensez-vous capitaliser cette victoire, entre guillemets, parce qu'il faut reconnaître que c'est sous l'impulsion de l'opposition que
la rue a été gagnée par la population. Il ne faut pas s'en cacher non plus. Maintenant, aujourd'hui, au stade où nous sommes, comment l'opposition, qui a réussi à faire élaguer cette alinéa à problème au niveau du Parlement, comment vous pensez capitaliser cet acquis désormais que vous avez récolté avec ce qui s'est passé du 19 au 21 janvier? Écoutez, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on doit faire la politique autrement. Le fait qu'une loi soit respectée va pour tout le monde, pour autant que cette loi nous mette tous d'accord. Ça veut dire la Constitution, la loi mère sera respectée dans ses prescrits, notamment dans les articles verrouillés, dont l'article 220. Maintenant, est-ce pour autant dire que parce que la loi a été respectée, que l'opposition aura le pouvoir? Non. Nous devons continuer à batailler avec des idées pour être sûr que même si M. Kabila, aujourd'hui, qui est en fin mandat, dépose en 2016, que l'opposition, que les partis qui se réjouissent aujourd'hui soient sûrs d'avoir le pouvoir. Parce qu'au fait, il ne faut pas que nous retombions dans l'esprit qu'il y avait à l'époque de Mobutu, où on se pensait que le fait que Mobutu quitte le pouvoir ou perde le pouvoir, c'était ça la grande victoire. Ce pays a besoin des énergies de tout le monde, ce pays a besoin des grosses réflexions pour le ramener sur les rails. Il ne suffit pas de se réjouir que la loi ait été respectée, parce que pour moi c'est un fait naturel. Nous regrettons qu'il y ait eu des morts dont on ne doit pas s'en réjouir. Maintenant on doit poursuivre toutes les personnes qui ont commis ces actes, parce que notre droit pénal, notre code pénal ne prévoit pas la peine de mort pour tous ceux qui pillent ou qui cassent. C'est 5 ans maximum, mais on les a tués, donc on doit connaître les auteurs. Maintenant, à part ce problème-là, nous restons concentrés sur notre objectif, c'est-à-dire nous sommes une opposition républicaine, nous allons gagner les élections dans les urnes. C'est-à-dire que voix par voix, on va compter, on dira que le MLC de Jean-Pierre Bemba a gagné les élections présidentielles. C'est ça notre but. Maintenant, oui, la loi a été respectée. Oui, nous sommes très contents. Ce n'est pas une victoire de l'opposition, c'est une victoire du peuple. Maintenant que le peuple sait ce qu'il veut, bataillons chacun pour obtenir la confiance du peuple et aller au perchoir. Mais entre-temps, il y a une évolution quelque peu négative de la part de l'opposition. Parce que déjà, après que cette loi soit votée au niveau du Parlement, nous apprenons à gauche et à droite, au sein de l'opposition, des voix qui s'élèvent pour reparler de la même loi en termes de dénonciation de certains articles à problème. Il semble qu'il y a encore des articles qui portent des écueils de cette malignité que vous avez dénoncée, que le peuple a aussi dénoncé à travers la marche. Mais qu'est-ce qui se passe? L'opposition n'a pas bien lu les textes. Tous les débats qu'il y a eu autour de cette loi au niveau du Sénat, ce n'était que du leurre. Qu'en est-il exactement? Pourquoi maintenant, après que la loi ait été votée, l'opposition particulièrement commence à revenir au créneau pour dénoncer encore d'autres articles à problème? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il s'agit de l'article 115, 145, 146, parce qu'on considérait que le quotient devait être calculé sur base du nombre d'habitants. Donc, qui dit nombre d'habitants parle de recensement. Et donc, comme le projet a été voté sans passer par la lecture, il n'a pas été remis aux députés, c'est vrai que ces écueils-là sont passés, mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important aujourd'hui, ce qui a fait reculer ce projet de loi, c'est que dans la tête du Congolais X, on sait très bien qu'en 2016, il y aura des élections et que 90 jours avant, la campagne devra commencer. Donc, ce qui est passé comme message, et le message le plus fort, c'est que la Constitution soit respectée. Maintenant, il appartiendra à la CENI, qui a la maîtrise et qui a la technique, de voir comment elle pourra organiser au prorata des habitants ou des électeurs ou des personnes qui sont enrôlées, organiser les différents sièges pour les différents scrutins, parce qu'il s'agit des provinciales, il s'agit de la circonscription pour les nationales. Donc, le prorata devait être nombre d'électeurs, devait calculer sur la base du nombre d'électeurs, mais maintenant il sera calculé dans la loi c'est écrit nombre d'habitants, et c'est de ces écueils-là qu'on est en train de parler, mais je ne pense pas que ça puisse porter un coup dur ou un coup fatal à l'organisation du scrutin le plus attendu, c'est-à-dire le scrutin législatif et présidentiel en 2016. Monsieur Mamba, aujourd'hui, parce que Jean-Claude l'a très bien relevé, c'est important. S'il y a encore des cueils, n'est-il pas important aujourd'hui que vous dessinez encore dans la rue vers vos bases, expliquer davantage, au-delà des écueils, la victoire que la population a enclenchée, elle est importante, il ne faut pas la négliger, et que les gens doivent attendre les scrutins, le calendrier, pour aller voter et vous porter au pouvoir. Il faut descendre encore, d'expliquer à la base qui n'a pas encore les rudiments de ces écueils-là contenus dans certains articles 115, 145 et autres. Il faut les expliquer davantage. Vous savez, la population connaît deux choses. Que tous les 5 ans, nous avons une élection présidentielle
elle est sortie, elle a donné sa vie en sacrifice pour que ces élections soient en date prévue. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers la CENI. La CENI avait demandé un outil qui lui permettrait d'organiser un calendrier global et que cet outil devrait être lui donné par l'Assemblée nationale ou par les législateurs. Le législateur l'a fait. Aujourd'hui, la CENI a cet outil. Maintenant, nous sommes en train de faire pression sur la CENI pour qu'elle nous fournisse son calendrier global afin que nous affûtions nos armes pour aller aux élections. Maintenant, aller dans la rue ou aller vers nos bases, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous sommes dans cette émission pour parler de ces choses, mais je n'aimerais pas faire un focus sur les écueils. Je préfère encore faire d'abord un focus sur le calendrier global, parce que c'est le calendrier global qui va nous déterminer par rapport à la réelle volonté de la majorité de respecter les lois, de respecter les prescrits constitutionnels. Donc, au regard du calendrier, nous allons nous organiser en fonction, et s'il y a des problèmes, nous les soulèverons. Je m'envoie une autre question qui va au-delà de celle-ci, c'est celle relative à l'unité de l'opposition. Il y a comme l'impression qu'il y a des gens qui se considèrent comme plus importants que les autres de l'opposition, qui revendiquent même la paternité de la victoire du 19 au 20 janvier 2015. Pensez-vous qu'en allant en autre disparate, de manière un peu camouflée, vous aurez raison de gagner en 2016? Parce qu'il faudra le dire, la majorité ne dorme pas encore, les gens de la majorité sont présents, ils ont encore d'autres stratagèmes qui vont mettre en place d'ici là. Et vous pensez qu'en étant séparés, disparates, vous aurez raison de battre la majorité demain? Vous savez, moi j'étais surpris. C'est la première fois que sur une question, je vois toute l'opposition réunie, y compris le MLC. Donc vous aviez le MLC, vous aviez l'UNC, vous aviez, il y avait Lissanga Bonganga, il y avait un peu tout le monde, M. Fayoulou, tout le monde était d'accord. Mais la grande question, c'est pour combien de temps? Attendez, je n'ai malheureusement pas la réponse directe à vous dire, mais sachez très bien que ce n'est pas l'opposition qui va gagner les élections, dans le sens où il n'y aura pas 10 présidents parce qu'ils sont issus de l'opposition, il n'y aura qu'un seul président de la République qui gagnera les élections, et s'il est issu de l'opposition, ça sera le meilleur d'entre tous. Naturellement, je parlerai au nom de Jean-Pierre Bemba, notre sénateur, notre président national. Si c'est lui, je pense qu'il sera président de la République. Maintenant, ça c'est au niveau de la conquête du pouvoir. Notre victoire globale, ce n'est pas une victoire de l'opposition sur la majorité. Je suis en train de vous expliquer ici qu'il s'agit de la victoire du peuple qui a fait respecter sa constitution. Mais pour le reste, nous allons continuer à compétir, chaque parti avec son électorat, pour avoir le maximum de députés, pour avoir... Nous n'aurons pas une coalition pour rafler... les sièges au Parlement, ainsi de suite. Chaque parti va compétir par rapport à sa vision, mais pour le respect des textes, nous sommes tous d'accord et je pense que ça peut durer aussi longtemps que nous aurons quelconque suspicion dans le chef de la majorité de vouloir modifier les règles du jeu. Vous allez constater que cette unité va perdurer. Aujourd'hui, vous êtes rassuré que Kabila ne sera pas candidat. Vous êtes rassuré, rien ne vous inquiète, vous dormez bien, il n'y a pas de perte de sommeil. Vous êtes rassuré en 2016, la majorité aurait un autre candidat qui est Joseph Kabila. Ça vous rassure déjà? Non, j'aimerais qu'on se comprenne. Le MLC n'a jamais fait un combat contre M. Kabila, le président de la République. Nous faisons un combat républicain du respect des textes. Je n'ai pas besoin de bien ou de mal dormir à savoir si M. Kabila va avoir un troisième mandat ou pas. Je fais plutôt confiance en ma constitution. Et le MLC croit en cette constitution. Nous croyons dans les lois de notre pays et nous nous battons pour qu'elles soient respectées. Maintenant, avoir l'assurance ou ne pas avoir l'assurance, je ne pense pas que ça soit une question qui soit d'actualité parce que la Constitution n'a pas été modifiée, donc il n'y aura pas un troisième mandat. Et la loi électorale a été découplée du résultat de recensement, donc nous supposons que les élections seront faites à l'heure. La question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est de savoir, sommes-nous prêts aujourd'hui de prendre la relève? Avons-nous des programmes et des moyens suffisants pour conquérir ce pouvoir? Et je pense que chaque parti de l'opposition doit se poser cette question-là, de telle sorte qu'au jour J, nous ne soyons pas surpris par une majorité qui rafle encore le pouvoir parce qu'elle est mieux organisée que nous. Monsieur Mamba, je reviens sur le calendrier électoral global que vous avez exigé, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous préférez vous focaliser sur cela. Mais certains leaders de l'opposition, vos collègues de l'opposition, voudraient que ces calendriers de la CENI soient établis de façon consensuelle avec les forces politiques. Il semble qu'ils n'en veulent pas, tout simplement, d'un calendrier made in CENI signé Abbé Malou Malou, mais plutôt il faut qu'un travail de fond soit fait en amont pour que ces calendriers soient acceptés pour tous. Parce que ce sont les politiciens qui vont compétir
au regard de ces calendriers que la CENI est appelée à publier. Parce que lorsque vous dites que vous êtes focalisé sur le calendrier, ça veut dire que vous êtes prêt à vous impliquer dans un travail consensuel de toutes les forces politiques pour produire ces calendriers, ou bien vous attendez tout simplement un calendrier publié déjà par Mal ou avec... Non, la consensualité du calendrier provient du fait qu'il y a des divergences sur l'organisation de ce scrutin, notamment au niveau des provinciales et des locales. D'aucuns estiment que, vu le retard accumulé, il serait plus intéressant d'élaguer les arriérés, c'est-à-dire aller directement aux élections provinciales et sénatoriales pour mieux préparer les présidentielles et législatives de manière à renvoyer les locales après 2016. Ça, c'est une hypothèse qui est relayée par la majorité de l'opposition. Maintenant, au niveau de la majorité, la CENI se lance le pari d'organiser et les locales, les municipales, les provinciales au même moment, ce qui me paraît très, très incongru par rapport aux travaux préliminaires qu'il y a pour les municipales, notamment pour le découpage, et le manque de moyens apparemment enfin l'ombre du manque de moyens qui tend à planer jusqu'à ce jour. Donc, nous parlons de consensualité pour que nous soyons d'accord de savoir, à part les élections de 2016 qui sont constitutionnelles et qui sont obligatoires, pour le reste des élections, comment faisons-nous? Est-ce que nous partons du principe que nous organisons les locales et les municipales ou nous épuisons les arriérés? Et c'est de cette consensualité-là qu'il s'agit. Donc, on ne va pas attendre un calendrier qui nous tombe de la tête. Je pense qu'il y aura une ébauche de calendrier. La classe politique va réagir et il y aura des réaménagements par la suite. Alors, quelle est la position du MLC justement par rapport à ces calendriers à venir? Mais pour nous, il est très important que nous passions d'abord par les élections provinciales, donc nous épuisons les arriérés, élections provinciales, élections sénatoriales, qu'on renouvelle les gouverneurs, que nous allions au présidentiel et que bien après cela, le nouveau président de la République, c'est-à-dire à partir de la prochaine mandature, recommence avec le cycle normal, en commençant par la base, c'est-à-dire les locales et les municipales. On est là que le recensement, M. Mamba, on est là que l'identification, mais on parle plutôt des données démographiques, M. Mamba. Et il y a une opinion qui n'est pas encore très à l'aise par rapport à ce concept. On comprend, tout le monde n'a pas la même formation. Est-ce que le politique que vous êtes, vous MLC, vous opposition, veut-vous apaiser l'opinion pour qu'elle sache que les données là, c'est normal, on doit passer par ça? Oui, parce qu'on parle des données démographiques à l'heure, au moment opportun. C'est là où se pose la question. Voilà, mais moi ce que j'aimerais dire au-delà de la sémantique et du jeu des mots, moi je vais me mettre dans le camp de la population. Je vais comprendre ce qu'elle a compris. C'est que nous aurons des élections en 2016, basta. C'est-à-dire que les délais constitutionnels seront respectés. Je comprends comme la population qu'il y ait mille des mots démographiques, qu'il y ait des synonymes, des acronymes, ce n'est pas notre problème. La population s'est calmée parce qu'on lui a dit que ces élections auront lieu, et bien nous les attendons. Et vous les préparez pour ça? Ah, nous sommes très préparés. Et vous pensez que même dans le municipal, le MLC est assez outillé, a des militaires importants, a des cadres qui sont dans la base, qui pourront glaner des postes de conseils municipaux dans tous les échelons? Écoutez, je ne vais pas être prétentieux en disant que je le pense. C'est ce que nous souhaitons et nous travaillons pour. Vous savez, un parti politique, ça se régénère, ça se travaille, tout le monde doit travailler. Je veux dire, chacun à son niveau de responsabilité doit travailler. Nous avons des présidents communaux. Donc, s'il y en a qui suivront cette émission, ils savent quelle est leur tâche, quelle est leur responsabilité, ce qu'ils doivent faire pour être élus. Parce que nous sommes de l'opposition, nos voix, nous les méritons. Et ce n'est toujours pas facile. Donc chacun de nous à son niveau de responsabilité par rapport à l'ambition qu'il a, devra s'engager, devra s'investir pour réussir son pari. Mais naturellement, les cadres du parti, avec l'image du parti, ça ne pourra aller que pour le meilleur. Tantôt vous parlez de la restitution du MSC comme étant une équipe de football, l'entraîneur aligne les joueurs au moment opportun, au moment qu'il estime être important. Vous estimez qu'aujourd'hui, avec l'équipe MLC actuelle, que la victoire est garantie? Mais il n'y a jamais de garantie en politique, c'est le peuple qui détermine. Mais ce que nous disons, c'est que pour autant qu'on nous reprochait des choses et que nous les corrigeons, nous espérons avoir meilleurs résultats. Donc si nous a été reproché certaines choses et desquelles ont découlé une sanction électorale, parce que vous avez vu qu'à Kinshasa, nous n'avions pas été élus, en dehors de notre ex-camarade Germain Kambinga et de l'honorable Fidèle qui a été très bien élu. À Kinshasa, nous n'avions pas eu beaucoup de voix, donc ça pouvait découler d'une sanction qui était liée à l'appréhension ou à l'image que nous avions dégagée. Mais du moment que nous nous sommes employés maintenant
à montrer que nous sommes vraiment de l'opposition, nous osons croire que le même peuple qui nous a sanctionnés pourra revenir sur sa position et nous donner un maximum de voix pour que nous puissions compétir, enfin nous puissions aller au perchoir. L'opinion est un peu dérangée, même avant que JC ne prenne la parole, relativement au dossier de votre président national Jean-Pierre Bemba à la CPI. Il y a 2 semaines au moins, les gens semblaient plonger dans un faux espoir. Liberté provisoire, pas liberté provisoire. Même le garde de ceux congolais passait à la télé pour donner quelques explications du Tambo Mwamba. Et là, son explication a rabattu un peu la de certaines, d'une certaine opinion favorable au MLC. Qu'en est-il? Est-ce que le dossier Bemba a des avancées? Vous avez assez d'infos là-dessus? Parce que ce qu'a dit le ministre a découragé cette opinion. Il y a une nébuleuse qui plane là, on dirait. Bon, je vais m'abstenir de commenter les propos du ministre de la Justice, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant si c'était un ministre de la Justice de Centrafrique, parce qu'en ce moment-là, il serait dans une position victimaire et donc il pouvait avoir ce type de langage. Du moment qu'il s'agit d'un ministre congolais qui a peut-être pour vocation de protéger tous les Congolais ici ou qui se retrouvent injustement incarcérés ailleurs, y compris Jean-Pierre Bemba. Y compris Jean-Pierre Bemba, qui tient pareil propos, je pense que ça n'engage que lui, donc je ne vais pas les commenter. Mais pour revenir à la question, oui, effectivement, le président national a reçu une liberté provisoire dans le cadre de l'affaire connexe, c'est-à-dire l'affaire dans laquelle il était impliqué avec l'honorable Babala, avec Arido, avec M. Mekilolo. Il a obtenu une liberté provisoire dans le cadre de cette affaire, mais il n'est pas sorti directement parce qu'il y a encore une première affaire pour laquelle nous attendons un verdict d'ici le mois de mars, qui le tient encore à la CPI. Mais nous osons croire que vu la cloison étanche qui existe entre ces deux affaires, le fait qu'il ait une liberté provisoire peut nous laisser espérer, et c'est notre droit, que dans le cas de l'affaire principale, il aura sa liberté totale. Donc ce que nous voulions dire, c'est que s'il avait eu une liberté provisoire dans le cadre de l'affaire principale, il ne serait pas sorti non plus, parce qu'il serait tenu en prison dans l'affaire secondaire. Donc on a d'abord élagué l'affaire secondaire, donc il pourra sortir pour cette affaire-là, et dès que le verdict va tomber, que nous pensons et croyons être un verdict positif, il pourra recouvrer sa liberté totale et participer au combat que nous menons au jour le jour. Oui, mais bon, puisque Jean-Pierre nous a déjà mené dans le dossier CPI, mais je vais y revenir, mais je rebondis un peu sur une inquiétude que Jean-Pierre a laissée en suspens concernant la possibilité pour vous de voir Joseph Kabila rester au pouvoir après 2016. Vous avez semblé relativiser et même banaliser, mais certains observateurs pensent que dans le camp de la majorité, il y a assez d'intelligence, assez de cerveau pour penser, disons, imaginer autant de scénarios. Par exemple, créer un état d'urgence ici dans le pays en entretenant une certaine sécurité, ou encore imaginer un scénario au dissoudre des parlements, dissoudre les parlements, ou un scénario à la Poutine, ou encore miser sur ce fameux calendrier électoral que vous attendez de tous vos voeux, qui pourrait jouer à la prolongation et maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Toutes ces hypothèses-là ne vous inquiètent-elles pas, quelque part? Vous savez, moi je reconnais effectivement que dans la majorité, il y a des personnes très intelligentes. Ce sont les mêmes personnes qui avaient proposé le référendum, ce sont les mêmes personnes qui ont inséré l'article 8 alinéa 3 dans la Constitution en anticipant la réaction de la population. Ce sont les mêmes personnes qui ont conseillé au président de la République de passer de 2 à 1 tour. Ce sont les mêmes personnes qui vont continuer à conseiller le président de la République. Elles sont intelligentes, je le reconnais ça, mais malheureusement, elles ne mettent pas tout dans leurs calculs. Ça veut dire que personne ne pouvait anticiper la réaction du peuple. Personne dans ses calculs, malgré, nonobstant l'intelligence qu'il avait, pouvait imaginer un seul instant que le Congolais pouvait rester une semaine à la maison sans envoyer ses enfants à l'école. Donc je pense qu'il faut respecter le peuple. La rue a parlé et elle a fait pression. Donc moi je fais confiance au peuple parce que nous avions clamé, et je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, que nous voulions que le peuple s'approprie le pouvoir qu'il a parce qu'il a été désapproprié de son pouvoir. Le peuple l'a fait et je fais confiance au peuple. Je me dis, si nos autorités vont respecter les prescrits constitutionnels, s'ils ne vont pas passer par des manigances qui vont finalement aboutir à un glissement, à une prolongation de mandat, ils en porteront la responsabilité. Nous comptons aujourd'hui, il me semble bien, d'après certaines informations, 42 morts,
qui sont morts simplement pour un alinéa d'une loi électorale. Je pense que nous sommes à 18 mois de l'élection présidentielle. Si vous enregistrez 40 morts simplement pour cet alinéa-là, je ne sais pas ce qui va se passer si vous osez, au moment où les gens attendront les élections dans 2 mois, si vous osez changer les règles du jeu. Je ne sais pas là où on va aller et je ne sais pas qui emporte la responsabilité. Donc je l'ai souvent dit, le chef de l'État a ses acquis, le chef de l'État fait ce qu'il a pu faire. Il est temps, dans la majorité, parce que c'est un combat démocratique, que quelqu'un d'autre prenne la relève et que les lois soient respectées. S'il suivra les conseils des personnes intelligentes, comme vous le dites, moi je n'ai rien à dire, le peuple répondra, peut-être il répondra par la passivité, mais je m'en doute fort. Au regard de ce que je viens d'observer, je pense qu'il est vraiment intéressant que nous apportions de la calmie, que nous apportions de la paix et que nous soyons tout à fait responsables dans les décisions que nous allons prendre prochainement. Je parle de la classe politique dans son ensemble. Oui, je reviens maintenant dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, la CPI. C'est vrai, cette nouvelle de la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba, ce qui concernait l'affaire du dossier numéro D, a plongé une certaine opinion dans la joie, tout ça. Mais vous l'avez dit, le premier dossier, donc la première affaire, l'affaire principale, le retient encore là. Mais aujourd'hui, quelles sont les assurances que vous, le MLC, vous, les partisans ou les amis politiques de Jean-Pierre Bemba, vous avez quant à l'issue heureuse ou favorable de l'affaire principale qui est l'affaire liée à la Centrafrique? Vous savez, dans les affaires de justice, il n'est pas opportun de parler d'assurance. Mais ici, nous avons simplement de l'espoir et nous avons aussi observé ce qui s'est passé. On a vu l'évolution du procès. Il faut quand même noter que ça fait 6 ans. Et il faut voir comment le procès évolue. Et sur base de cette évolution, nous sommes en mesure de dire que notre foi en la libération prochaine de notre président national, pour parler de foi, parce que nous sommes aussi des chrétiens, avec Dieu nous vaincrons, le slogan, a un fondement qui peut être légal au regard de l'évolution du procès. Rappelez-vous qu'il a d'abord été condamné comme co-auteur. Enfin, quand il a été interpellé, on le traitait de co-auteur. Après, nous sommes passés à un chef d'inculpation beaucoup plus léger, jusqu'à chef militaire, et on dit la phrase « il aurait dû savoir que ses troupes allaient commettre ». Bon, ça c'est encore tout à fait discutable. Ou aurait commis. Nous sommes vraiment dans des suppositions et Mme Bensouda n'a pas donné les éléments nécessaires d'inculpation. Nous sommes allés dans des contradictions, dans des témoins qui ont été soudoyés. Donc ici, je ne vais pas prendre la place de l'avocat du sénateur Jean-Pierre Bemba, mais ce que je dis, c'est que sur base de l'évolution, nous avons des raisons tout à fait objectives de penser que l'issue, au regard déjà du temps passé en prison, que l'issue de ce procès sera favorable. Mais il y a eu déjà une mise en liberté provisoire qu'on avait, je ne voulais même pas parler au conditionnel, c'était réel, qui lui avait été accordé il y a quelques années par rapport à l'affaire numéro D, sauf qu'il n'y avait pas un pays pour les recevoir, un pays d'accueil. Aujourd'hui, puisqu'il y a une deuxième décision de mise en liberté provisoire, alors qu'il y a déjà une première décision concernant l'affaire, le dossier numéro 1, est-ce que ce ne serait pas le moment de revenir sur cette décision de justice qui n'a jamais été exécutée pour qu'aujourd'hui, semble-t-il, que la Belgique serait portée... Voilà, vous le dites vous-même, dans la Belgique... Qu'en est-il exactement? La Belgique a accepté d'accueillir notre sénateur, le président national. Maintenant, comme je vous le dis, nous sommes à plus ou moins 30 jours du verdict. Et je pense qu'il est dans l'intérêt des parties que la vérité soit connue. Et que tout ce qui s'en suivra, ou toutes les démarches à faire en ce moment-là, seront faites sur base de cette vérité. Il se peut que ça soit une vérité définitive, c'est-à-dire que le juge considère qu'il n'y a pas de raison de garder M. Bemba en prison et qu'il soit acquitté. Ça, c'est vraiment notre vœu, parce qu'il a été privé de beaucoup de choses de manière très, très arbitraire, d'autant plus que vous voyez la situation en Centrafrique. Le MLC n'est pas là, mais c'est un pays qui est déchiré par plusieurs rébellions. Et le MLC n'est pas là, les viols continuent, il y a des enlèvements. Donc ce n'est pas le sénateur Jean-Pierre Bemba, encore moins le MLC ou encore moins ses troupes, qui ont foutu, excusez-moi l'expression, le bordel en Centrafrique, parce que ça continue. Donc je pense qu'il a fait 6 ans et je pense que ça suffit. Maintenant, je ne suis pas juge, raison pour laquelle je ne peux pas vous parler d'assurance, mais je peux vous parler de bon sens. Et je compte sur le bon sens, je compte sur le fait que le droit sera dit et il sera dit.
Monsieur Mamba, qui dit Jean-Pierre Bemba implique sans forme de procès le MLC aujourd'hui, quand on parle de Bemba qui doit arriver, derrière Bemba, il y a eu beaucoup de choses, monsieur Mamba, il faut le dire ainsi. Le parti, tantôt vous parlez de la léthargie, vous parlez des ex-camarades, et il y a une opinion qui nous a filé il y a 2-3 jours une info selon laquelle il y aurait 2 ailes du MLC, monsieur Mamba. Il y a à craindre. C'est un parti uni, indivisible. On a toujours dit, déjà, des bruits, des bottes nous font comprendre qu'il y aura 2 ailes du MLC. Êtes-vous au courant? Vous y travaillez parce que vous voulez rendre les partis faibles ou forts parce que dans moins d'une année, il y aura l'élection. Et pourquoi voulez-vous scinder les partis? 2 ailes, lesquelles? Quelles sont les ailes qu'il y aurait? Il y a des dissidents qui sont partis, qui se considèrent comme les vrais membres du MLC, le vrai MLCE. Vous qui êtes très vous considérez comme des vrais. Il y a une dichotomie qui dérange, mais c'est Mamba. Vous savez, excusez-moi de parler de Jésus, hein, on dit qu'on reconnaît les arbres par leurs fruits. Pour se réclamer être du MLC, il faut respecter 3 choses. La première, c'est la hiérarchie du parti et les dispositions statutaires. Nul ne peut douter aujourd'hui que Mme Eve Bazaïba est secrétaire générale. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que Mme Eve ne l'est pas, cette personne ne peut pas être du MLC parce qu'elle ne reconnaît même pas l'autorité du parti. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est la ligne du parti. Nous sommes jaloux de notre statut d'opposant ou notre statut d'opposition. Et nous sommes même renforcés par la loi. Vous avez l'article 4 portant statut de l'opposition qui vous dit que tout groupement ou tout individu qui fait partie d'un gouvernement perd sa qualité d'opposant. Nous ne sommes pas allés dans un gouvernement, nous sommes restés dans l'opposition et nous en sommes jaloux. Parce que nous ne voulons pas nous associer à l'échec, à la catastrophe économico-sociale que nous a imposée pendant 10 ans la majorité. La troisième des choses, c'est qu'il faut respecter des valeurs. Le mensonge ne fait pas partie de nos valeurs. Nous respectons la liberté d'expression parce que c'est une valeur républicaine. Nous sommes privés, vous et moi, d'Internet et de SMS. Vous savez vous-même par quel ministère c'est passé. Donc, toutes les personnes qui aujourd'hui veulent se réclamer du MLC, c'est leur droit. Mais si elles ne correspondent pas, elles ne répondent pas de ces 3 aspects, c'est du faux. Maintenant, qu'il y ait 2 ailes, il n'y en aura jamais. Il y a le MLC, basta. Si quelqu'un aujourd'hui veut créer un parti politique, nous l'avons vu avec M. Kamitatou, je l'en félicite parce qu'il a des députés. Nous l'avons vu avec M. Makila, je l'en félicite. Nous l'avons vu avec M. Boussa. Si vous avez des idées, en dehors des fonctions que vous pouvez occuper, je dis si vous avez des idées, vous pouvez faire un parti. Et si ces idées-là sont défendables, les gens vous suivront. On n'a pas besoin de s'accrocher faussement à un parti et créer une aile. On n'en a pas besoin. Donc vous assurez l'opinion qu'il n'y aura pas 2 ailes du MLC. Par quel discours et l'opinion va vous... Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, je dis qu'il n'y en a pas et c'est inopportun. Qui va créer une autre aile du MLC? Parce que la personne ou les personnes auxquelles vous faites allusion jurent qu'elles ne vont pas créer un autre parti et se réclament d'être du MLC, mais malheureusement, elles se sont exclues. Donc il n'y aura pas une deuxième aile du MLC, le parti reste un et indivis. Mais M. Mamba, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de flou dans ce que vous dites là, d'autant plus que dans la dynamique politique de la RDC, à un moment, il y a eu les concertations nationales. Les concertations nationales convoquées par le chef de l'État, selon lui, au regard de dispositions de l'accord global inclusif, je voulais parler de l'accord cadre d'Addis Abeba et de résolution 2098 des Nations Unies. Et se fondant sur ces textes-là, il a convoqué les concertations qui étaient un forum où, à la fin, on devait arriver à un compromis politique. Dans ces compromis politiques, je note en passant que le MLC a pris part à ces travaux. Les compromis politiques devaient être aussi matérialisés dans la création d'un gouvernement qui devait être responsable ou qui devait appliquer les décisions, les recommandations de ces concertations. Alors, lorsque certains membres du MLC se retrouvent dans ces gouvernements, est-ce qu'ils sont dans la logique de ces compromis politiques ou non? Bon, j'aimerais que nous comprenions quelque chose de très essentiel. Si vous avez bien suivi à l'époque des concertations nationales, il y a une circulaire qui a été lue à l'époque par son Excellence le vice-premier ministre, donc l'ancien secrétaire général, M. Thomas Louaka. Il avait lu la note circulaire qui nous conduisait aux concertations. Et la note disait bien, qui a été validée par le comité exécutif, la note disait
nous allons aller aux concertations nationales, nous allons apporter ce que nous devons apporter, mais nous n'allons pas participer au gouvernement. C'était avant les concertations nationales. Donc je pense que cette ligne-là, nous l'avons gardée. Maintenant, moi j'aimerais qu'on se dise des vérités. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont suivi son Excellence le vice-premier ministre, est-ce qu'elles ont suivi le secrétaire général ou elles ont suivi le vice-premier ministre? Ça, c'est une question. Je veux poser la question autrement. Est-ce que s'il n'était pas vice-premier ministre, est-ce que ces personnes allaient consentir de se mettre en marge de la hiérarchie du parti pour le suivre? Parce qu'il faut faire la part des choses. C'est très facile lorsque vous avez des intérêts individuels et que vous avez une position à remplir, de faire croire à son excellence que vous le suivez parce qu'il est secrétaire général, alors qu'en réalité, vous le suivez parce que soit vous avez besoin d'un emploi, soit parce que vous avez besoin d'être conseiller, soit vous avez besoin d'être DIRCAP. Donc, il faut faire la part des choses entre l'homme, que je respecte beaucoup, M. Thomas Louaka, et le vice-premier ministre. Donc, c'est deux personnes différentes. Maintenant, il faut poser la question de savoir, vous qui voulez parler d'elle, est-ce que si son excellence le vice-premier ministre aujourd'hui n'est pas vice-premier ministre, il est simplement M. Thomas Louaka, secrétaire général, est-ce qu'il peut faire une aile du MLC? Est-ce que les gens qui peuvent le pousser à faire cette aile-là peuvent le suivre dans d'autres circonstances qui ne sont pas celles qui sont les siennes aujourd'hui? C'est le même piège des personnes qui entourent le président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous suivent, qui vous poussent à la faute parce qu'elles ont des intérêts directs. Et je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de son excellence le vice-premier ministre de diviser ce parti. Parce qu'il a lui-même risqué sa vie pour ce parti. Il était avec le président national. Aujourd'hui, s'il décide aujourd'hui de changer de cap ou de suivre une autre route, il est libre parce qu'il est entré librement les MLC, mais je crois qu'il a des souvenirs du MLC et je le vois mal dans une logique de vouloir séparer ou créer des ailes ou déstabiliser le parti. Donc il a des responsabilités au sein du gouvernement. Nous attendons de lui en tant qu'opposant que ces responsabilités-là soient remplies, mais ma foi, pour tous ceux qui sont restés au MLC, donc je parle de tous ceux qui sont restés dans la ligne de l'opposition, il faut que leurs choix soient respectés. Donc il faut vraiment faire très attention à cela. Donc pour vous, la crainte de voir une autre du MLC ne peut pas habiter l'opinion favorable au MLC? Non, écoutez, il ne faut même pas parler de ce genre de choses. Nous avons maintenant des défis, c'est-à-dire nous devons nous préparer pour les différentes échéances électorales. Nous allons, nous, MLC, aller aux élections, c'est ce qui est le plus important. Elle ou pas elle, il n'y en aura jamais, le MLC reste un individu. Nos ex-camarades qui sont partis, nous les suivons parce qu'ils font un travail du gouvernement d'intérêt général. Nous allons les critiquer comme nous critiquons n'importe quel ministre et j'espère qu'ils feront mieux que les autres. C'est ce qu'on leur souhaite. Aujourd'hui, nous avons achevé les journées folles 19-21 janvier 2015. Monsieur Mamba, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de ces journées-là? Qu'est-ce qui a été un capital fort? Qu'est-ce qui a été des dividendes négatifs? Qu'est-ce qu'on peut regretter? Qu'est-ce qu'on peut capitaliser? Écoutez, à capitaliser, je pense que la population a déjoué tous les calculs politiciens. Elle a même déjoué les calculs politiciens de l'opposition. Parce que je vous dis qu'aucun opposant n'avait imaginé que la population pouvait se comporter comme cela. Okay? Donc pour nous, tout le monde était dépassé. Tout le monde était dépassé. La population nous a démontré que c'est elle le souverain, c'est elle le chef. La population s'est approprié la mesure de la responsabilité qui est la sienne et du pouvoir qu'elle a. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on devra tenir compte. Maintenant, ce que nous regrettons, c'est quoi? Je l'ai dit ici, j'ai parcouru avant de venir dans votre émission le code pénal. Je n'ai nullement vu un endroit où le code pénal prévoit la peine de mort pour les personnes qui pillent et qui cassent. Nous ne faisons pas l'apologie de la violence. Le MLC n'a jamais envoyé des gens aller piller et casser, mais aussi nous disons que l'autorité qui a donné l'autorisation à tirer à balles réelles doit être poursuivie, être jugée, parce que c'est un crime odieux. On ne peut pas tirer sur des manifestants désarmés, et c'est quelque chose que nous reprimons. On parle de 42, je sais que d'ici quelques jours on aura le chiffre exact. La communauté internationale, les ONG en parlent, c'est vraiment une catastrophe et nous le regrettons. Et donc, à part les morts, à part les pillages, à part dans cette journée, aura servi quelque chose quand même. Oui, elle a servi au fait que la Constitution a pris toute sa valeur et que même le citoyen qu'on minimise, le petit citoyen de la rue qui n'est peut-être même pas en mesure de comprendre certaines phrases en français, connaît un chiffre qui est 220, connaît une date qui est 2016, connaît un mois qui est septembre. Donc, le plus important, c'est que tout le monde, Moutalobara français, celui qui ne parle pas français, connaît au moins ces chiffres-là. Et pour nous, c'est une victoire du peuple. Et vous allez capitaliser, vous allez continuer à parler de ça à l'opinion pour qu'elle soit davantage éduquée et enseignée. Vous savez, dans un pays normal, on ne doit pas passer notre temps à expliquer aux gens qu'il y aura des élections, c'est connu. La révolution de la modernité, c'est aussi organiser des élections prévues par la loi en temps et en heure prévues.
Donc, je ne vois pas comment on doit dilapider notre énergie pour expliquer aux gens qu'il y aura des élections en 2016. Ça doit découler de soi. Donc, je regrette que nous nous soumettions à cet exercice. Nous allons le faire. Mais j'espère qu'après la majorité actuelle, ça sera un exercice naturel et que les gens vont se préparer naturellement à leurs élections parce que c'est tous les 5 ans que nous avons des élections et voilà. L'opposition politique vient d'organiser cet après-midi une messe en mémoire de tous ces morts du 19 au 21 janvier. Est-ce que vous avez associé l'hôtel de ville? L'hôtel de ville a pris l'engagement d'organiser le funérail de toutes ces personnes qui sont décédées. Aujourd'hui que vous, l'opposition, avez pensé honorer leur mémoire, est-ce que vous n'êtes pas arrivé à l'idée d'associer l'hôtel de ville qui a déjà pris la charge d'organiser le funérail? Vous savez, l'hôtel de ville, le gouvernorat, la primature devait faire mieux que cela. Parce que déjà, nous ne sommes pas d'accord sur le nombre de morts. C'est-à-dire qu'il y a eu même des tirs à Mamayemo. Donc nous ne sommes déjà pas d'accord sur combien sont morts et combien ont disparu. Donc, au-delà des funérailles que la ville va organiser, on doit avoir une identification réelle, mais on aimerait que les enquêtes internationales et même nationales soient ouvertes parce qu'on ne peut pas laisser des choses comme ça impunies. On ne doit pas désacraliser la vie humaine. Donc, nous n'avons pas associé l'hôtel de ville parce que déjà, nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il minimise l'événement, qu'il minimise l'ampleur et organiser des funérailles, ce n'est pas suffisant. Il y a peut-être des futurs médecins qui sont morts, il y a peut-être des futurs ingénieurs qui sont morts. Il faut indemniser les familles. Est-ce que vous avez pensé à associer ces familles-là? Parce qu'on risque de politiser l'affaire. Non, l'affaire n'est pas politisée. Pleurer assez avec ceux qui pleurent. Vous savez pourquoi il y a eu des tirs à Mamayemo? Parce que nous sommes partis pour nous enquérir de la situation. Il y a des membres de l'opposition, de la société civile qui sont partis pour compter le nombre de blessés, le nombre de morts, pour compatir avec les familles. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter toute récupération politicienne, mais pour éviter cette récupération, il faut que les responsabilités soient aussi établies, mais aussi que le gouvernement, au-delà des cercueils qu'il va acheter, puisse indemniser les familles. Parce qu'il n'est pas permis nulle part au monde où il y a eu des émeutes, des révolutions comme ça populaires, des gens qui sortent dans la rue, nulle part au monde, on a autorisé des gens ou des policiers ou des militaires à tirer à balles réelles. Ça se fait ici et on se limite à acheter des cercueils. Nous disons que ce n'est pas suffisant. D'abord, on doit vérifier qui avait la chaîne du commandement. On doit interpeller ceux qu'on doit interpeller, sanctionner ceux qu'on doit sanctionner, et du côté réparation morale, voir dans quelle mesure on peut indemniser ces familles-là. M. Mamba, il ne se limite pas là. En amont, on dit qu'il y a un travail qui n'est pas fait par vous, l'opposition. Quand vous initiez des marches, vous initiez des mouvements populaires pacifiques, il n'y a pas de mot d'ordre. Là, vous pêchez par là aussi. Vous ne dites pas aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire dans la rue. Et là, parfois, ça déborde, ça dégénère. Il y a des pillages. S'il y a un mot d'ordre qui est donné de manière rigoureuse, peut-être on échapperait à toutes ces indélicatesses. La remarque peut être pertinente, mais je pense que la dernière fois, l'opposition appelait les gens à venir manifester autour du palais du peuple, qu'on a déclaré zone interdite par la loi. Je crois que le mot d'ordre était donné, mais vous aviez remarqué qu'à partir de 5 h du matin, on a même empêché les gens de sortir de chez eux. Cette violence est provenue du fait que les gens ne pouvaient pas manifester, ne pouvaient pas marcher. Vous savez, à l'époque de M. Mouzito, qui était Premier ministre, lorsqu'il y avait une motion contre lui, je pense celle initiée par l'honorable Boussa, le palais du peuple était rempli, il est venu avec des gens qui chantaient, qui sifflaient. Le président de la République, dernièrement, lors du congrès, dans le congrès, ça sifflait, ça chantait, ce n'était pas des parlementaires qui sifflaient, qui chantaient. Donc, si cette zone est interdite par la loi, elle doit être interdite non seulement aux manifestants, mais aussi aux manifestants de la majorité, ce qui n'est pas le cas. La loi, elle est impersonnelle. Maintenant que vous me disiez que nous n'avons pas un mot d'ordre, non, le mot d'ordre était donné, nous disons à nos militants, écoutez, prenez-vous en charge, nous devons aller manifester parce que les députés vont voter la loi, on doit manifester notre mécontentement, mais la majorité, le pouvoir en place ne nous a même pas laissé la possibilité de manifester, et d'où la colère. Il y a des gens qui étaient bloqués à partir du campus. L'événement se trouve au palais du peuple, mais vous bloquez toute la ville, les gens ne peuvent pas se déplacer, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous pensez de notre police au regard de ce qui s'est passé du 19 au 21 janvier? Mais je pense que la police a beaucoup d'efforts à fournir. J'ai suivi avant-hier qu'il y avait par exemple en Ukraine des manifestations et on vous dit qu'il y a 110 interpellations. Ça veut dire quoi? Que lorsque les gens sortent, cassent, et même s'ils sont armés des armes blanches et jettent des pierres, la police doit être fortement entraînée pour être en mesure
de désarmer et d'appréhender ceux qui commettent des troubles. Ça veut dire que dans le cas d'espèce du 19 au 21, si notre police était outillée, elle allait arrêter les pilleurs, elle allait les juger. C'est-à-dire, vous arrêtez un pilleur, vous les déférez devant la justice, c'est 5 ans, mais il va faire 5 ans à Maca, il n'y a pas de problème. L'opposition n'allait pas réclamer qu'on libère quelqu'un qui a cassé. Mais comme elle emploie des raccourcis, c'est parce qu'elle n'est pas outillée. Quel est le raccourci? C'est tirer. Tirer en l'air, lancer des lacrymogènes, et quand ça ne marche pas, tirer à bout portant. Ça, ce sont des raccourcis. On doit avoir les moyens, on doit être outillé, arrêter les gens, mettez-les dans des véhicules. Regardez, lorsqu'ils viennent faire leur manifestation, ils viennent avec quel véhicule? Ils viennent avec un véhicule pour l'eau chaude, avec des lacrymogènes et des jeeps. Mais si vous devez arrêter 100 personnes, vous les mettez où? Il faut prévoir tout ça. Donc il y a un problème de logistique. Mais qu'est-ce qu'on a à faire en face d'une population exaspérée qui va même s'approprier des armes de la police? Vous avez appris qu'il y aurait eu 16 souciates, comment dirais-je, saccagées et qu'il y aurait eu des manifestants qui se seraient emparés des armes à feu. Et au-delà de cela, d'ailleurs, vous le savez, il y a des, je ne sais pas, on parle d'un ou deux policiers qui seraient morts. Voilà. Est-ce que vous imaginez un seul instant un scénario où la population a des armes et vous n'enregistrez que 2 morts dans le chef de la police? Vous imaginez ça sur l'instant? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je n'ai pas fait des cours de police, encore moins ceux de criminalité. Je vous dis simplement ce que j'ai constaté, c'est qu'on a vu la garde républicaine sur le terrain en train de faire ce qu'elle devait faire ou ce qu'on lui avait demandé de faire. Et on a constaté un bilan lourd en perte de vie humaine. Et s'il y avait 2 policiers, il y a au moins 40 civils qui sont morts. Donc moi, ce que je sais voir, c'est cela. Maintenant, peut-être que vous et moi n'étions pas sur le terrain pour certifier les allégations selon lesquelles les civils avaient des armes. Mais je pense que si elles avaient réellement des armes, il y aurait eu plus de dégâts. Monsieur Mamba, on va bientôt clôturer notre entretien. Pensez-vous que dans tout ce qui a été fait, dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été vécu par l'opinion congolaise, il y a des chances de faire autrement les choses? D'un côté comme de l'autre, je parle vos oppositions et majorité, il y a des chances de dialoguer, de parler et de faire autrement les choses. Ces boulevards-là peuvent exister? Mais bien sûr, le MLC est une opposition républicaine. Ça veut dire que nous avons la ferme assurance que nous allons gagner les élections et que le pouvoir ne se trouve pas dans la rue. Ça veut dire que nous ne comptons pas aujourd'hui arriver à une situation du Burkina Faso, par exemple. Nous voulons conduire nos amis de la majorité à respecter les prescrits constitutionnels de manière à ce que nous atterrissions en 2016 dans des élections apaisées et que chacun compétisse selon ses moyens, selon ses arguments. Donc, je pense qu'il y a possibilité de mettre de l'eau dans son vin. Ce qui a été fait et dit, nous l'avons constaté, mais nous pouvons améliorer et je pense que dans ce sens-là, les efforts doivent être fournis de part et d'autre pour que nous atterrissions en douceur. Entre-temps, le MLC, sans embâche, attend Jean-Pierre Bemba. Mais nous continuons à l'attendre comme l'ANC a attendu Mandela. Mais l'attendre ne signifie pas que nous restons bras croisés. Nous travaillons, nous faisons ce que nous devons faire, nous nous organisons pour l'accueillir quand il viendra, parce que nous pensons que cette année nous l'aurons parmi nous, mais aussi pour travailler avec lui de manière à ce qu'en 2016 nous puissions gagner les élections. Dans votre slogan, avec Dieu nous vaincrons, vit toujours. Mais vous ne l'enterrez pas. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas et parce que lui il ne meurt pas, le Messie ne va pas mourir. Merci Mamba, nous vous disons bonsoir. Merci. Merci de votre présence, de vos réponses. Je pense que l'opinion du MLC et une autre opinion a été assez édifiée. Si vous avez un mot pour clôturer, nous vous donnons le loisir de le faire. C'est très gentil. D'abord, je voulais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me recevant. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois dans votre émission. Ce que j'aimerais dire Fontaine est porte-parole du MLC. Oui, en tant que porte-parole. Enfin, co-porte-parole, parce que nous sommes à 2. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord adresser un message à nos militants. C'est vrai que nous sommes un parti républicain, mais nous demandons davantage à nos militants de s'impliquer davantage pour s'approprier la chose politique et véhiculer un message de paix, mais aussi un message de conquérant. Notre président national va sortir d'ici là, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Il faudrait qu'il trouve un parti en forme, raison pour laquelle Maman Eve Bazaïbaki aujourd'hui est à la tête du parti, mais tous les moyens en œuvre pour réveiller le parti et que chacun de nous, là où il est, puisse faire de même. Maintenant, à l'endroit de nos amis de la majorité, nous sommes conscients des difficultés qu'il y a à gérer ce pays. Nous sommes aussi conscients de ce qui a déjà été fait en termes de bilan, hein, si on doit présenter un bilan aujourd'hui, mais nous disons, atterrissons en douceur, mettons de l'eau dans notre vin, respectons les prescrits constitutionnels, allons aux élections, que le meilleur gagne. Il se peut que ce soit encore la majorité, mais je doute fort. Et si c'est le cas, nous allons accepter sportivement comme c'était le cas en 2006 et en 2011. Vous êtes membre du MLC. Le MLC a dirigé le sport dans ce pays. Ce membre, l'actualité sportive oblige. Demain, les Léopards affrontent les Congo-Brazzaville.
Un mot, parce que vous êtes aussi un fan de football. Un pronostic éventuellement. Non, nous avons déjà gagné, je n'ai pas de mots. Donc, on va pas Je vais regarder le match en différé demain, on gagne. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci aussi à vous qui étiez des nôtres pendant ces 60 minutes. Merci à Jean Touzikessa, Michel Monda, Moron Jambé. Nous restons de cœur avec Mike Nkeba qui est toujours en prison, de cœur avec la RTC, Canal Kin qui sont fermés en espérant qu'ils seront ouverts d'ici là. Merci de votre fidélité, fidèle à nos programmes. Bye bye et bonne soirée chez vous.